Il faut que tu écoutes un point, c'est tout. Mais je vous Quand je écoute, te demande madame. de te taire, tu te tais, c'est tout. Bah, tout à l'heure, j'étais taisu. Hein. J'écoute. Elle dit que vous la remettez en cause. Elle dit que vous la critiquez. Elle dit que vous n'êtes pas d'accord avec les consignes qu'elle vous donne. C'est pas un collège de bisounours ici, hein. On a un vol tous les jours. Là. On voit quand même la différence entre des gamins qui sont dans des classes théâtre et ceux qui Voilà. ne sont pas. Le théâtre, peut-être que ce serait un endroit où la matière que vous allez étudier, c'est vous-même. Ça m'a beaucoup aidé à me lâcher. Parce que au théâtre, tu n'es pas toi, tu es le rôle que tu dois jouer. Roméo, c'est Eddie. Juliette, c'est Océane. Voulez-vous prendre pour épouse Juliette Capulet, ici présente? Oui, je la veux. Je le veux. Alors ce soir, c'est l'avant-première de À nous de jouer, de Antoine Fromental. Donc Antoine, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu au Cinespace de Beauvais. Ce film est un documentaire, mais c'est un film de cinéma aussi, un documentaire au cinéma. Comment vous êtes-vous dirigé vers le documentaire? Alors moi, je viens vraiment de la fiction et c'est vrai que c'est une idée qui m'a amené au documentaire, vraiment une idée très particulière qui consiste à suivre dans le temps un groupe d'individus. Je ne l'avais pas déterminé, mais je me disais que l'évolution physique, mentale, psychologique d'un groupe sur plusieurs années, il n'y avait qu'un film documentaire qui pouvait l'enregistrer de manière pertinente. Pas spécialement un groupe d'enfants? Pas du tout. Au début, j'avais un groupe d'amis qui ont une équipe de football, un groupe d'anciens de la Sorbonne, et je me suis dit c'est drôle de les voir à la sortie comme ça des études, qui commençaient à construire leur vie professionnelle, leur vie de couple, et je me suis dit, dans ce cadre un peu curieux du vestiaire de foot le dimanche matin, il y a peut-être quelque chose à chercher. Mais ça ne me semblait pas une idée assez forte en fait. On fait un film quand on se dit, là j'ai quelque chose de décisif, voilà. Comment vous est arrivé après l'idée, le projet de À nous de jouer? Un ami comédien qui s'appelait Thomas Matalou m'a dit, tiens, c'est marrant, je prends en main un atelier théâtre dans un collège de banlieue à Clichy. Et la particularité, c'est qu'il me dit, bah, je vais y rester 4 ans. Là, je me dis, c'est sans doute le meilleur moyen de mettre en œuvre mon idée, de suivre ces enfants, de la sortie de l'enfance, à l'entrée dans l'adolescence, de leurs 10 ans à leurs 15 ans, pour voir, c'est l'âge de la vie où les évolutions sont les plus stupéfiantes, les plus émouvantes, les plus poétiques, les plus fortes et les plus intéressantes. Donc je me suis lancé comme ça dans cette... D'accord. Et comment avez-vous été reçu dans ce collège? Très bien, très facilement. Je suis arrivé comme ça. De toute façon, au départ, j'étais surtout dans l'atelier. Donc l'atelier qui était dirigé donc, par Thomas Matalou, mon ami, et puis Cécilia Mazur, qui était aussi la prof de théâtre. Et ça s'est fait assez naturellement. Du coup, les enfants, eux, étaient tout jeunes. Finalement, ils nous voyaient arriver avec nos caméras qui étaient plutôt discrètes. Ils sont habitués à nous, on était des adultes qui les encadraient. Et ça s'est fait naturellement, ce qui fait que très vite, ils ont oublié la caméra. Oui, parce que dans le film, justement, c'est un peu la question qu'on se pose. On se dit, mais finalement, les enfants sont dans leur intimité. Voilà, c'est ça. Hein, et c'est aussi ce qui est très intéressant dans ce film. Ils ne jouent pas. Je crois, en tout cas, je l'espère. Je pense que c'est la grâce du film. C'est la perception que j'en ai eue, en tout cas. C'est la grâce du film. Et il y a 2 raisons. D'abord, comme je vous l'ai dit, c'est qu'effectivement, on est là depuis qu'ils ont 10 ans. Donc, ils sont habitués aux caméras. Et qu'on fait partie, on est des adultes, quoi, finalement, on fait partie du paysage. Et la seconde raison, c'est qu'on leur montrait quasiment jamais d'images. Donc finalement, cette idée d'un film, d'un tournage qui se fait, c'était assez valorisant pour eux, mais c'était abstrait. Et heureusement, parce que je pense que si on leur avait vraiment montré tout le temps des images d'eux-mêmes, s'ils avaient été en constat de projection de ce que le film pouvait être, de ce que ça pouvait donner eux sur un grand écran. Ils auraient peut-être commencé à jouer. Ils auraient perdu beaucoup de choses, ils auraient perdu leur naturel, c'est évident. Si on faisait la suite de Clichy Kids, à l'époque ça s'appelait Clichy Kids. Alors justement, ce changement de titre, Clichy Kids. Oui, alors bon, c'est un projet qui a duré 4 ans, donc le temps de trouver vraiment la forme du film, il y a eu plein de pistes explorées. Et Clichy Kids me semblait un terme, c'est vrai, assez général, qui disait bien l'idée de base, finalement, c'est suivre un groupe. Voilà, c'est suivre un groupe d'enfants, de Clichy. J'aimais bien le titre en anglais, parce qu'ils ont un côté un peu groupe de pop, ils sont drôles, ils sont truculents, voilà, c'était à leur image, ce titre.
Et puis, comme vous avez vu dans le film, il y a toute une réflexion à travers le principal, la prof de théâtre et les comédiens qui les ont entourés. C'est une réflexion sur la pédagogie alternative, il y a aussi le rugby, etc. Donc d'un coup, c'est vrai que juste Clichy Kid, ça ne disait pas toute cette dimension éducative nouvelle. Et donc c'était Étienne Olanier, le distributeur de Jours de Fête, qui a proposé ce titre et ça m'a paru très pertinent. Voilà. Alors, normalement, dans un film, on choisit son casting. Là, le casting s'est imposé à vous. Et non, en fait, non. Non. Enfin, oui, non. En fait, évidemment, cette classe s'est imposée à moi, mais moi, j'étais obligé de rester, en fait. Et si je suis resté, c'est principalement parce que, comme vous dites, ce casting d'enfants, de personnalités est absolument inouï. On a visité d'autres classes du collège, on a vu d'autres enfants. Aucune n'avait cette couleur, cette diversité de personnalités. Et cette énergie qui se dégageait d'eux, Et puis, avec eux, il s'est passé aussi un coup de foudre entre nous. Et eux, il y a une sorte d'alchimie qui s'est créée immédiatement dans la rencontre, Il y a eu quelque chose de très naturel entre ces enfants qui débarquaient un peu, qui venaient de Clichy, qui débarquaient au collège, et nous, qui débarquions aussi de Paris pour faire un film. Ça aurait pu très bien ne pas fonctionner. Et il y a quelque chose de naturel, lié à nos personnalités respectives, qui fait que ça a fonctionné entre nous. Et c'était très important. Et donc, au milieu de tout ça, il y a Christian Comet, le principal du collège. Donc lui, c'est un personnage quand même. Voilà. Mais Christian Comès, c'est celui qui amène la seconde idée du film, en fait. Puisqu'à la base, je suis un peu en expérimentation, finalement. Oui, au début, il y a la temporalité. Ok, je suis le temps, l'expérience de théâtre, c'est intéressant, mais bon, ça ne fait pas un film, quoi. Donc j'allais chercher un peu partout. Il y avait des idées, des gens à rencontrer. Enfin, il y avait le théâtre de l'Odéon, donc je suis allé beaucoup au théâtre de l'Odéon, interroger les responsables de l'Odéon, etc. Mais bon, le film faisait pas sens par là. Et puis je me dis, bon, je suis dans un collège, je vais rencontrer quand même le principal, c'est normal. J'en attendais rien, tu vois, parce que c'était un principal, vous l'avez vu, hein, en soi d'allure, il est très austère, il fait principal de collège. Moustache, costard et cravate, on se dit, bon, je lui ai dit, je vais avoir le discours bien lambda. Et on se pose dans son bureau, et dès les premières secondes, il y a cette vision, d'abord cette truculence, cette faculté à parler directement des choses, à dire précisément ses idées, et avoir une pensée pour le moins très, très nouvelle, voire un peu subversive, avec cette réflexion sur l'absolue nécessité de révolutionner la pédagogie, sans quoi l'éducation et l'école publique risquaient d'être perdues. Parce que voilà, il m'explique si je fais pas ce que je fais, c'est-à-dire ce principe des classes à projet, si je le mets pas en œuvre, eh ben il y a maintenant les parents, dès qu'ils ont même des classes moyennes, dès qu'ils ont un minimum de moyens, ils mettent leurs enfants en école privée parce qu'ils veulent à tout prix que leurs enfants réussissent et que l'école privée est devenue le ghetto de l'échec, quoi. Donc c'était d'autant plus important. S'il crée ce principe des classes à projet, de sorte de menu qui permet de s'adresser à tous les profils, c'est pour aider bien sûr les élèves les plus en difficulté, c'est aussi pour garder les meilleurs et avoir une diversité de profils, les moins bons, les meilleurs, les gens qui sont à l'aise, les gens qui sont moins à l'école, tout le monde ensemble, parce que comme il dit, c'est comme ça qu'on prépare la société de demain. Si on ne vit pas ensemble à l'école, on ne vivra sans doute pas ensemble à l'âge adulte. Et vous êtes donc retourné à l'école pendant 4 ans. Oui. Et c'était quoi votre rapport à l'école? Moi, j'ai pas aimé du tout l'école, donc j'imagine que ça a été une catharsis, je pense. Je m'en suis pas forcément rendu compte. Comme je vous disais, au départ, je suis venu un peu naïvement au collège. Je me suis dit, je vais suivre ces enfants, donc je vais là où ils sont. Et plus j'ai avancé dans le tournage, plus j'ai vu à quel point le discours de Christian me touchait, de Christian Comès me touchait, à quel point sa vision nouvelle et ouverte sur la pluralité des profils et des personnalités, et notamment des élèves les plus en difficulté, me concernait et me paraissait très forte et très importante. C'est là que je me suis dit qu'effectivement, je revivais un peu mes échecs scolaires, de manière de les évacuer. D'accord, de se sentir mieux, plus en accord avec l'école. C'est possible de vivre une école où les élèves sont majoritairement heureux. Se sentent bien, juste. Et trouvent un petit peu, se sentent accueillis, trouvent quelque part un peu leur voie.
comme on le voit pour Iwan, par exemple. Justement, donc le film, le documentaire se passe sur 4 ans, mais il est avant tout resserré sur l'année de 3e. Donc pourquoi ce choix? Vous n'avez pas filmé 6e, 4e, 5e? Voilà. Pourquoi? Alors, comment ça s'est passé? On a filmé exactement pareil, 6e, 5e, 4e, 3e, un peu plus le 3e. Et du coup, on a, je crois, 700 heures de rush, on pourrait tout calculer, mais après, qu'on a revu avec ma monteuse 2 fois de suite, enfin moi tout ça une fois, et puis ensuite avec ma monteuse entièrement. Seulement, comme vous avez vu, je vous l'ai raconté, les premières années, c'est quand même une expérimentation, c'est quand même... on a beau tourner toutes les semaines, on recherche un film, on ne sait pas où il est. Oui. C'est difficile, ça ne suffit pas d'avoir un sujet, c'est bien d'avoir... on va suivre une classe de collégiens qui fait du théâtre. C'était intéressant, mais il faut arriver, c'est comme en philosophie, il faut arriver à trouver une problématique, quelque chose de juste. Le bon angle, la bonne manière de raconter les choses, les bons personnages. Donc ça a pris vraiment 3 ans pour vraiment savoir où j'allais, comment les raconter, quoi montrer. Oui, par exemple avec Riwan, qui était le bad boy de la classe théâtre, qui était sorti de la classe théâtre, on a pu le récupérer avec l'option rugby. Du coup, ça permettait d'élargir la vision de Christian et de montrer que, évidemment, c'était pas que le théâtre, c'était aussi d'autres projets comme le rugby. Il y a aussi les classes à intelligence multiple qu'on n'a pas pu montrer, mais ça illustrait, ça élargissait la vision et c'est ça qui était intéressant. Donc, à ce moment-là, je crois que sur la dernière année, oui, j'ai l'impression d'exactement savoir où le film se vit, doit se dérouler, comment il doit se raconter, avec quel personnage. Et j'ai l'impression qu'il m'a fallu ces 3 ans de préparation pour savoir précisément où j'allais. Voilà. Et la volonté de filmer aussi sur des plans de cinéma, on va dire. On n'est pas sur le documentaire ou le reportage caméra à l'épaule. On est vraiment on est posé, on sent cette façon de filmer. Donc ça, c'est un choix, c'est voulu. Un vrai parti pris, mais aussi dû à l'expérience du tournage très longue. Au début, mon chef opérateur, qui s'appelle Nicolaos Zafiriou, il avait ce qu'on appelle un kit-épaule et des appareils très légers. C'est très bien, hein, du coup, parce que ça permet d'aller partout très vite. Sauf que on a un peu tendance à arroser tout ce qui se passe. On va chercher tout, en fait. Du coup, on peut tout chercher et on va tout chercher. Mais du coup, on ne trouve pas grand-chose au final. Et je me suis dit surtout que cette espèce de... Je crois que ça a été très moderne dans les années 2000, cette caméra portée cette caméra un peu stylo, qui va regarder dans tous les détails, qui chope les mouvements de main, les visages, les gros plans d'œil. Tout ça, c'est une espèce de choses qui étaient très modernes dans les années 2000. D'un coup, je me suis dit, j'ai envie de... Moi, en tout cas, ça me parle peu. Et je lui ai dit, je pense que vraiment, je préfère que le film soit posé. Donc, on a pris des pieds. On a posé les caméras, grâce à Abdelatif Kechiche qui nous a prêté les caméras de la vie d'Adèle, on a eu des vraies caméras de cinéma, donc ont permis de faire des images plus belles. Moi, je préfère qu'on voit moins de choses, mais que ce soit plus précis, quoi. Donc on a posé nos pieds, on a posé nos cadres, tout était beaucoup plus précis et était beaucoup moins dans le recherche de l'instant. En fait, je me suis dit que ça ne m'intéressait pas. Moi, je trouve que je préfère qu'on passe du temps avec un visage, avec quelqu'un, que d'aller chercher un geste ou une action furtive. Je ne suis pas dans cette énergie-là. Ça me parlait peu. Enfin, voilà. Comment on produit ce genre de documentaire? 4 ans de tournage, qui s'engage là-dessus? C'était un peu une aventure. Je le dois beaucoup à mes amis au tout départ. Hein. Je pense à Nicolas Zafiriou dont je vous ai parlé, mais aussi Jean-Barthélemy Velay, Marie Averti, qui étaient les ingé-sons, et leurs amis, tous les amis qui nous ont encadrés, parce que quelquefois les uns et les autres n'étaient pas disponibles. On avait toute une armée de cadreurs, d'ingé-sons qui venaient nous remplacer et qui aimaient bien l'idée du film. Donc ils venaient très largement bénévolement. Voilà. Et puis ce qui a fait un peu basculer le projet, on avançait vraiment à l'aveuglette. Hein. C'est la Palme d'Or de la vie d'Adèle. J'y ai rien à voir. J'ai pas beaucoup de responsabilité là-dedans. Mais simplement j'avais été assistant mise en scène pour 2 mois sur le tournage, puis j'étais très proche d'Abdelatif Kechiche. Et du coup, il m'a dit, viens, on va à Cannes, c'était marrant. Puis on avait notre petit teaser, un petit dossier photocopié. Et on espérait à Cannes rencontrer un grand producteur, voilà, avec cette espèce de naïveté.
Et puis il se trouve que du coup on gagne la Palme d'Or. Enfin, la vie d'Adèle remporte la Palme d'Or et son équipe d'un coup, de manière parfaitement illusoire, reçoit comme ça une aura médiatique, une lumière un peu providentielle, quoi. Donc c'est à ce moment-là qu'on rencontre Étienne Olagnier et Sarah Chazelle de Jour de Fête, qui me disent qu'est-ce que on les a rencontrés par l'intermédiaire d'un ami qui était réalisateur, qui s'appelle Raphaël Nil, et je leur parle de mon projet. Ils prennent les DVD, ça nous intéresse beaucoup. Ils avaient fait un film assez proche qui s'appelait Les Rêves dansants. Et ils retournent à Paris. Et, à la sortie du TGV, ils m'appellent et ils me disent « Allez Antoine, on part avec toi ». Et du coup, ça a permis de professionnaliser le film et tout a changé. D'un coup, le principe l'idée du long métrage dont j'avais rêvé. Là, on a eu un coup de boost. Devenait concrète. On savait qu'on avait beaucoup de chance d'aller au bout et de le présenter au cinéma à la fin de cette folle aventure. Voilà. D'accord. Parlez-moi un peu du choix des musiques dans le film. Oui, ça a été très important. En fait, c'est dur les films de sport. Vous savez, au cinéma, le sport, ça passe assez mal. Et nous, en plus, c'était du sport scolaire. Ouais. Donc, c'est la même équipe technique qui filmait le théâtre et le sport. Oui, et on avait... multi-équipe. C'est ça, on avait quand même 3 caméras, donc ça permettait de suivre pas mal les choses, mais c'est pas... je veux dire, aujourd'hui, un match de football ou de rugby, il est filmé avec 17 caméras, voilà. Donc je savais que c'était pas idéal, je sais que c'était séquence difficile, et il y a plein de gens, de spectateurs, alors hommes ou femmes d'ailleurs, hein, pour qui le sport, et notamment le rugby, c'est assez ça lointain. ne représente aucun intérêt. Donc je me dis, comment on va faire il faut qu'on en fasse des moments attrayants. Parce que c'est assez gracieux, ces garçons qui se balancent, qui font des mouvements comme ça avec le ballon. Enfin, il y a quelque chose d'assez joli, je trouve, notamment dans le rugby. C'est très régulier, c'est très harmonieux. Ça peut être un peu dur, mais il y a vraiment un mouvement qui, moi, je trouve assez attirant. Et du coup, je me suis dit qu'avec de la musique, on pouvait en faire des moments un peu clippés, un peu attrayants, qui donnent l'énergie et la jubilation, puisqu'au début, ils gagnent beaucoup, la jubilation de ce que vivent ces garçons. C'est vrai que ça donne un peu des respirations, finalement, ces moments. Ça. Ouais. Un petit peu pop, un peu, voilà. Effectivement. C'est très ça avec mon compositeur, Samuel Nicolas, qui du coup s'est attaché à donner cette espèce d'énergie jubilatoire que dégagent ces garçons en jouant au rugby. Alors, dans le courant du tournage, en 2015, arrive l'attentat contre Charlie Hebdo. Donc, vous êtes en tournage à ce moment-là et vous avez fait le choix de garder la discussion autour de cet événement avec la classe de théâtre en particulier, et puis aussi avec un élève qui est reçu par le proviseur. Parlez-moi un peu du choix déjà de garder ça, de l'évoquer. En fait, la diversité des religions, le problème du terrorisme, la violence, tout ça on en parlait depuis très longtemps. On avait parlé avec les filles Oulou, Claude, Fébé, des décapitations de Daesh. Vous savez, ça a commencé comme ça, l'été 2015. L'été 2014, donc il y avait ça, et comment elle se positionnait, par exemple Oulou, qui est musulmane, croyante, comment elle se positionnait face à des gens qui prétendaient avoir la même religion et qui commettaient des actes atroces. Voilà, on discutait, hein, c'était compliqué. Moi, je leur laissais toujours la liberté d'avoir toutes les opinions du monde et je ne voulais pas les brusquer, mais je sentais qu'elles étaient capables, dès le départ, que ce soit Claude, Oulou, Fébé, capables de produire sur ces sujets très difficiles des arguments et des opinions très intéressantes et très développées. Donc c'était quelque chose qui nous habitait, parce que la violence, elle était là dès ce début de dernière année. Et puis arrivent les attentats, et c'est vrai qu'en fait, c'est qu'on avait prévu de tourner. C'était un atelier en fait, et le mercredi, je crois, ou le jeudi. Et du coup, je me dis, on est tellement proche d'elle, tu vois, et d'eux, on est tellement habitués à vivre qu'on ne peut pas ne pas parler de ce dont tout le monde parle, tout le monde parle, c'est pas possible, quoi. Et à ce moment-là, on est un peu dans une appréhension, hein, c'est pas évident, je sais pas ce qu'ils vont dire, et c'était, pour moi, c'était un moment très fort humainement, très intéressant, parce que d'un coup, je découvre que ces jeunes gens qui sont pour la plupart croyants, enfin beaucoup sont croyants, mais ils peuvent être, Claude par exemple, est catholique, mais ça n'empêche pas que voilà, le sacré c'est quelque chose de très important. Et du coup, évidemment, la violence des attentats, ils la ressentent,
mais ils ressentent aussi quelque chose, ils découvrent aussi les caricatures de Charlie Hebdo, et pour eux c'est une violence, hein, c'est quelque chose de... Donc il y avait ces deux trucs en balance, et en même temps il y avait Juliette qui elle a ses parents lecteurs de Charlie Hebdo, qui défendait comme ça la liberté d'expression comme on peut le faire, et comme on peut le faire nous finalement. Et il y avait cette espèce de dialogue de différentes visions qui se confrontaient. Ça a été parfois douloureux, mais je trouve que c'est toujours resté un débat ouvert, que personne ne s'est... Ils sont tous respectés les uns les autres. C'est pas... Pourtant, voilà, dans la séquence qui s'est poursuivie après, elles émettent quand même, toutes les jeunes filles qui sont intervenues, des visions très très différentes, quoi. Et néanmoins, il n'y a jamais eu de conflit, il n'y a jamais eu... Voilà, l'essentiel était quand même de rester ensemble. Et quand vous faites référence à la séquence de Nabi, pour moi elle est très importante parce qu'à ce moment-là, nous je trouve que les adultes, on a vacillé, on a eu l'impression que la cohésion sociale allait exploser, on était perdus, quoi, beaucoup plus qu'eux. Et il y a eu ce truc, vous savez, des chaînes d'infos en continu qui disaient « Oh là là, il y a des jeunes enfants qui ont refusé de faire la minute de silence ». Et on était dans un tel moment de stress, de frénésie. Là, vous resituez vraiment, enfin vous resituez la vérité. Ah oui, moi je le ressentis c'est comme pas ça. vous qui le resituez, mais comme ça. On a ressenti le fait que finalement il s'était passé des choses très graves, alors que là on comprend tout à fait que c'était pas. Oui, voilà. C'était pas on avait tous l'impression que ces jeunes gens allaient prendre des kalachnikovs pour partir en Syrie. Et c'était Nabi qui avait refusé. Donc, et le principal et moi-même, on était un peu... Nabi, il y a un côté un peu paternel, il maîtrise les choses, c'est un rock, quoi, vraiment à tous les niveaux. Et on était un peu étonnés, ça ne correspondait pas avec le mec qui va faire le zigoto pour faire une allégeance à qui que ce soit, à aucun terrorisme que ce soit. Ça me paraissait vraiment absurde, quoi. Donc je lui ai dit à Nabi, on fait cette petite séquence avec le principal où chacun pourra défendre ses avis. Et il m'a dit, oui, très bien, je suis prêt. Moi, je ne savais rien de ce qu'il allait dire. Et il l'a très bien défendu. Après, on peut ne pas être d'accord avec lui. Il dit qu'au fond, évidemment, qu'il n'avait aucune sympathie, et bien au contraire, avec la violence terroriste. Simplement, quand les professeurs, et c'est normal, j'aurais pu en faire partie, lui ont présenté cette minute de silence, au lieu de dire, voilà, c'est contre la violence terroriste, il a dit, le professeur a dit, c'est pour la liberté d'expression, coûte que coûte, ce qui lui posait problème. Donc finalement, c'est une absence de dialogue qui a causé ce malentendu. Même si on peut avoir des opinions très tranchées et considérer et pas du tout d'accord avec la position de Nabi. Mais ça rend les choses quand même plus rationnelles et plus rassurantes. Et rassurant. C'est autre chose. Plus rassurant. On peut être pas d'accord, mais c'est pas. On craint pas qu'il devienne terroriste lui-même. On voit que c'est complètement absurde. On voit que c'est pas ça. Voilà. Effectivement. Ne les jugez pas, regardez ce qu'ils ont à vous offrir. C'est ce que dit Christian Commès aux parents au moment de la pièce de théâtre. Est-ce qu'on pourrait dire la même chose à l'administration qui n'a pas donné suite au projet de Christian Commès? Oui, il y a eu, disons, un vrai malentendu avec la hiérarchie de Christian Commès. Qui est dû au fait que je crois encore, en tout cas dans les instances de l'éducation nationale, on est très attaché à des résultats au brevet des collèges, au baccalauréat. Et donc c'est surtout à partir de ça qu'on juge le travail d'un principal. Et d'où le malentendu qui a eu lieu avec Christian, qui lui ne se cachait pas de dire à sa hiérarchie qu'il s'en fichait, que le résultat du brevet de collège, ça ne l'intéressait pas, que ce qui le concernait, c'est l'intérêt de son élève, son bien-être, etc. D'où au final, effectivement, alors il a fait ses 9 ans à la tête du collège Jean Massé, seulement généralement on peut obtenir une dérogation, et lui il n'a pas obtenu, et c'est à mon sens, mais j'en suis certain, c'est une sanction officieuse. Voilà. D'accord. Et donc, le film, vous l'avez présenté il y a peu de temps en Tunisie, à Sousse. Ouais, quel a été l'accueil de ce film là-bas? Ouais, c'était des moments ça doit être fort. Forts et émouvants, parce que c'était c'est des collégiens des banlieues sud de Sousse, d'établissements en très grande difficulté scolaire, et la responsable de ces élèves, de ces collégiens, nous a dit nous, l'échec scolaire, c'est d'autant plus important de lutter contre ce fléau que si jamais nos enfants sortent du système scolaire, ils sont rattrapés par... Il y a peut-être le terrorisme qui les attend d'autres forces, notamment terroristes et djihadistes, qui sont
autrement plus graves, quoi. Donc c'était assez fort. Après, d'abord on s'est rendu compte que la société tunisienne et la société française, c'est pas la même chose. C'est vrai et finalement, il y a une relative cohérence dans la société tunisienne. Et puis, enfin, cohérence parce qu'ils sont tous majoritairement, en tout cas, musulmans. Il n'y avait pas cette même multiplicité. Donc j'ai l'impression ils étaient un peu étonnés de les voir discuter comme ça, de gens différents, de religions, de couleurs, tu vois, cette espèce de débat, ça leur paraissait étrange. Et moi j'avais une seconde inquiétude, mais ça s'est pas du tout révélé vrai. Il y a quelques élèves non Ouloulou et Claude qui prennent certaines libertés avec la religion. J'avais peur que ça les choque, mais ils ont été très ouverts et ça a été, je crois, très bien accueilli. Donc c'était, à mon sens, vraiment, les questions de l'école et du collège, ça passionne les gens. Tout le monde a soit au collège ou au lycée, ou soit a des enfants au collège ou au lycée. Et c'est à quel point c'est déterminant. Pour leur avenir, pour notre société à tous, pour notre vivre ensemble, à quel point c'est le lien de la société, c'est un enjeu crucial et qui concerne tout le monde, et du coup tout le monde a des choses à dire, et puis je crois que la vertu du film, entre guillemets, c'est qu'il donne quand même un peu d'espoir. Alors, on est quand même souvent un peu déprimé par la situation d'aujourd'hui, donc quand on sort d'un film... C'est un film positif. Voilà, un petit feel good movie, j'espère qu'il dit quand même des choses vraies, mais il donne un peu de vent frais, un peu d'énergie et d'espoir. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Antoine pour ce beau film. Merci pour cet entretien. Et puis on va donner rendez-vous au 8 novembre pour ceux qui n'auront pas vu le film ce soir. Et donc le film sera bien évidemment au Cinespace à Beauvais. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il faut juste faire admettre que les valeurs qui sont dans le rugby sont des valeurs sur la citoyenneté, sur les valeurs républicaines. Et ça, c'est bien. Le but, c'est que la scène, elle vienne de nous. C'est ça qui est intéressant. C'est vrai qu'on comprenne pas, c'est assez drôle aussi. C'est bien ça, non? Oui, c'est bien. C'est pas mal. Il y a de la niaque, il y a l'envie de réussir. Donc moi, en tant que principal du collège, ce que je vous souhaite, c'est la même envie dans vos études. Donc encore une fois, bravo à vous. Voilà. Non mais c'est une belle histoire. C'est vrai que le théâtre, il m'a quand même aidé à grandir, je pense.